Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bonjour Daphné. Bonjour. Bienvenue au Comptoir des mots. Merci. On te découvre, enfin en tout cas moi je te découvre là grâce à ton livre Maquillée, essai sur le monde et ses phares, qui vient d'être publié par les éditions Grasset. C'est un livre qui est dense, qui est très riche. Il y est question de toi, il y est question de tes réflexions sur les dimensions multiples de l'univers du maquillage, de l'industrie cosmétique qui est derrière, de l'acte de se maquiller, qui peut être une injonction ou au contraire un acte émancipateur, de Roland Barthes, de Ferdinand de Saussure, aussi bien que de Kylie Jenner. Ça j'aime bien déjà quand on mélange un petit peu tout, je trouve que c'est une vraie richesse, en tout cas dans ton livre, c'est une vraie richesse. Mm-hmm. Je voulais commencer un peu par sur le maquillage. Depuis quand est-ce qu'on se maquille? Donc c'est sûr que le maquillage tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça date de pas si longtemps que ça en fait, de Hollywood, le cinéma américain. Mais ça fait vraiment longtemps qu'on se maquille et puis pas toujours pour les mêmes raisons qu'on le fait aujourd'hui. Il y a les pharaons. Aller dans l'Égypte, on se maquillait par exemple pour des raisons religieuses. On s'est maquillé très très tôt dans l'histoire, comme j'en parle un peu dans Maquillée là, pour des rituels. Donc on s'est marqué le corps avec de la terre pour se transformer, pour jouer des rôles, pour parler aux esprits, aux morts. Donc c'était plus une question de rentrer en contact avec une autre dimension. Donc depuis la nuit des temps, ouais. Mais plus une dimension religieuse que politique finalement. Je pense à ça quand tu parles des pharaons. Politique aussi parce que ça peut être aussi un marqueur social. Les gens qui, là, je suis pas une historienne du maquillage là, puis je l'ai lu quelque part, puis je l'ai oublié, mais les pharaons se maquillaient pour ressembler à un dieu en particulier, mais aussi pour marquer la classe sociale. Donc, ouais. Et toi, quel est ton rapport au maquillage? Mais c'est ça, c'est un rapport qui est comme complexe, contradictoire, puis je pense que c'est ça que j'explore dans mon livre. Mais en tant que poète, en l'écrivant, en fait, j'avais pas vraiment prévu, mais je me rends compte qu'il y a quand même un parallèle à tirer entre l'écriture, pour moi, puis le maquillage. Surtout, en fait, dans le livre, je l'ai réalisé en l'écrivant, mais je travaille beaucoup avec les images dans mon travail poétique. Puis c'est quelque chose qui est comme vraiment lié aux images, le maquillage aussi, là, les couleurs et tout ça. Puis même au niveau des critiques qu'on a pu faire sur le maquillage, on retrouve le même genre de critiques par rapport aux écrits des femmes. Puis même par rapport à mon propre travail. Donc, je peux donner un exemple particulier. Une de mes premières critiques de poésie dans Lettres québécoises, c'était quand même une critique positive, mais la critique finissait en disant que mes poèmes étaient très beaux, tellement beaux que dans le fond, ils étaient brillants, puis que ça nous éblouissait, puis qu'au final, c'était juste ça, un éblouissement, puis que il y avait rien d'autre que ça. Donc on revient à l'idée d'une beauté ou de quelque chose qui est tellement beau qui empêche de voir. Donc l'idée du masque ou de l'écran, puis qu'au final derrière le masque ou derrière l'écran, il y a un vide où il y a rien. En tout cas que le masque ou l'écran ou l'éblouissement ne suffit pas. Non, c'est ça. Que c'est là pour empêcher de voir ce qui serait réel ou vrai ou quoi que ce soit là. Ouais. Alors que j'imagine ce critique ou cette critique, en tout cas l'autrice. Ouais, c'est un homme. Mm-hmm. Surprenant. En tout cas, ce critique, c'est tellement dur d'arriver à provoquer une réaction, donc provoquer un éblouissement pour quelque chose qu'on a écrit, en l'occurrence un poème. Je connais tellement d'écrivains et d'écrivaines qui rêveraient de provoquer ça. C'est déjà extra. Mais justement, on arrive à tourner ça
dérision, critiquer ça, puis trouver comme l'éblouissement négatif ou trompeur, en fait, puis de le situer du côté de la séduction. Ouais, au lieu que ce soit un compliment. C'est ça. Et alors, je reviens sur ce que tu disais, le fait que tu travailles sur les images. Ouais. Tu veux dire que sur tes poèmes, tu essaies de provoquer des images ou alors est-ce que ce sont des images qui t'inspirent pour écrire? Je travaille à partir des images, des métaphores. Pour moi, une image, ça peut être comme une forme d'essai aussi ou un concept philosophique qui est capable de dire en peu de mots quelque chose de vraiment fort. Mais des images, on en trouve dans Maquillée, des images concepts, comme par exemple la couleur Shmoney, qui parle autant du capitalisme puis de la violence qui est liée au capitalisme. Et Shmoney en termes slang, donc afro-américain, c'est aussi l'argent qu'on se fait en dessous de la table. Donc sans payer d'impôts là au noir, puis c'est l'argent qui est nécessaire à sa survie. Donc on n'a pas le choix de faire pour pouvoir survivre. Donc il y a comme deux sens. Puis les deux sont interreliés parce que la Shmoney n'existerait pas si on n'était pas sous le capitalisme. C'est ça. Donc et ça représente une couleur. Une couleur de fard à paupières aussi, une couleur vert émeraude sale, comme je dis dans mon livre. En tout cas, je file la métaphore là, tout le long du livre, ouais. Mais pour poursuivre là, sur mon rapport au maquillage, je l'explique aussi là, d'un point de vue vraiment personnel. Dans ma vie, moi, j'ai été élevée par une mère super contrôlante au niveau de mon corps puis de mon apparence. D'ailleurs, ouais, tu racontes à plusieurs moments effectivement des scènes qui sont. Ouais. Effectivement assez marquante. Puis une femme qui était aussi toute puissante au niveau de sa sexualité, puis qui me laissait pas ni à moi ni à ma sœur jumelle à accéder à une sexualité, puis dans le fond au statut de femme. Donc pour moi, le maquillage ça a été émancipateur aussi parce que ça m'a permis de me sexualiser moi-même, puis d'un peu de m'émanciper, puis de devenir une femme à mon propre regard. Donc, il y a quelque chose d'intime aussi, de personnel là-dedans. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais ça, c'est mon rapport au maquillage aussi. Ouais. Justement, j'avais très envie d'approfondir ça parce que c'est au début assez vite une question qui intervient dans ton livre, c'est en quoi ça peut être émancipateur de se maquiller? Ok. Mais c'est ça, moi j'essaie quand même d'éviter de dire que le maquillage c'est bon ou c'est féministe. Ça, tu sais, je suis pas dans une perspective essentialiste là. Mais c'est sûr que, tu sais, si on parle d'écriture ou même d'écriture de soi, il y a une prise de position. Puis comme on dit, quand on écrit, on devient quelqu'un, on prend de l'espace, on apparaît aux yeux de l'autre. C'est un geste qui est comme difficile à faire là, honnêtement. Genre à chaque fois que j'écris un livre, je ressens beaucoup de honte. En écrivant ou après en publiant. En publiant. Ouais. Mais pas lors du processus d'écriture. Non. Non, parce que j'ai besoin de le faire là, sinon je le ferais pas. Ouais, c'est ça. Donc il y a aussi comme une forme de naissance là, je me donne naissance à moi-même, je me fais exister dans le langage. Il y a la même chose avec le maquillage pour moi. Le matin, c'est moi qui décide de quoi je vais avoir l'air, qui décide de me sexualiser ou non. Puis c'est un rapport aussi que j'ai avec mon propre corps. Donc je reviens à mon corps, ne serait-ce que comme 15 à 20 minutes par jour dans ma salle de bain. Puis je pense pas au regard de l'autre quand je le fais. Tu sais, je sais qu'il y a des filles ou des femmes ou n'importe qui, même des hommes qui se maquillent en pensant aux autres, mais quand moi je suis dans ma salle de bain devant ma glace, c'est vraiment un moment privilégié pour moi, puis c'est un moment presque méditatif où je reviens vers moi, puis je me dessine un visage. J'apprécie ce moment-là autant que le moment où je me démaquille le soir. Les deux sont comme liés pour moi. Donc c'est ça, il y a un processus de prise de possession de mon corps, même de me rendre sexuelle et sexuée. C'est vraiment important. Tu sais, je sais que on parle beaucoup dans le féminisme tu sais, d'arrêter d'être un objet de désir. Puis de désirer. Moi, je pense que c'est important de désirer, mais je pense que dans le désir, il y a une objectification qui est comme
incontournable, là. On peut pas vraiment l'éviter. Mais l'idée, ça serait peut-être que ça soit comme un genre de dialogue entre être à la fois désirante et désirée, puis être consciente de ça, puis partager le regard, que ça soit pas un regard à sens unique, que ça soit un échange de regards. C'est quand même moi ça me fait plaisir des fois de me faire transformer en objet de désir. Mais tant que je reste sujet aussi de puis que j'ai la possibilité de désirer moi aussi. Donc là je sais pas, je pense au maquillage. C'est aussi une façon, mais comme je disais, de revenir vers soi, mais de se constituer, c'est ça, comme quelqu'un qui peut désirer aussi. Ouais. Puis là, j'en parle dans les prisons, par exemple, c'est vraiment dur de se procurer du maquillage. Puis là, il y a toutes ça de ces vidéos YouTube qu'on trouve facilement, là, vraiment facilement, de prisonnières, d'anciennes prisonnières qui montrent comment on se maquille en prison avec les moyens du bord. Donc, on peut utiliser du café instantané, par exemple, en guise de mascara, ou, je sais pas si vous connaissez le Kool-Aid, là. Je sais que non. Oui, enfin, je vois ce que c'est. La boisson, c'est ça, c'est du soda? Non, c'est de la poudre comme... qu'on rajoute à l'eau pour transformer l'eau en boisson. Ouais. Okay. Un peu donc, comme du café instantané. C'est ça, mais il y a une couleur, il y a une texture, puis c'est sucré, puis on peut utiliser ça aussi pour se faire, comme par exemple du rouge aux joues et tout. Donc, il y a tout ça qui est mis de l'avant sur YouTube, puis aussi, dans le fond, le désir de déshumaniser les gens en prison, de leur enlever leur individualité, puis en fait, de leur enlever leur pouvoir décisionnel sur leur apparence, leur corps. Donc, on va, par exemple, les habiller uniformément pareil. On va leur empêcher, c'est ça, de se démarquer, de se peigner, de se maquiller. Puis ça fait partie, dans le fond, d'un processus déshumanisant, t'sais. C'est sûr que j'imagine c'est pas tout le monde qui veut ou qui désire se maquiller, là, mais juste, en fait, d'avoir le choix. D'avoir le choix, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Ouais, tu parles de la prison. Dans le livre, tu parles de la prison à Milan, c'est ça, où le directeur... ouais. Mais ça, c'est un vieil article d'archives. Je sais pas, à la limite, est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est vrai, tu sais. Mais je le dis dans mon livre, je dis, tu sais, ça pourrait être une anecdote ou une légende, je sais pas, mais c'est quand même parlant comme article. Parce que du coup, ce directeur a effectivement imposé la même tenue que tout le monde. C'est ça, poche de patate, comme on dit au Québec. J'aime bien parce que c'est extrêmement clair. Du coup, on voit tout de suite la tenue. Poche de patate, c'est bon, on l'a en tête. Ben oui, puis là, il raconte toutes les astuces aussi des prisonnières pour comme, par exemple, qui grattaient le plâtre de leur cellule pour se farder, puis tout ça, puis les techniques de contrôle des corps qu'il avait imposées, puis ouais. C'est marrant parce que ça va loin en fait quand on tire, on part du maquillage et on arrive aux prisons. Ouais, ben c'est ça que je trouve là. En fait, pour moi, le maquillage c'est un dispositif à travers lequel on peut parler de beaucoup de choses, mais on le fait pas parce que c'est un objet qui est souvent considéré comme c'est frivole, superficiel, puis en fait c'est parce que c'est un peu féminisé là historiquement. De plus en plus on voit des hommes ou des personnes non binaires se maquiller, mais historiquement c'est féminisé. Puis il y a comme une contamination par le genre qui est fait, donc oui, puis comme tout ce qui est associé au féminin, exact, on s'en fiche. Ben c'est pas intéressant. Dévalorisé. Oui, voilà. C'est ça. Mais non, ça touche à tellement de sujets. Ça touche à l'écologie, ça touche au genre, au féminisme, au racisme, à l'économie, là. Ça touche à tout. Ouais. Justement, parce que tu parles tu écris que la cancel culture internalise et reproduit la logique carcérale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? À la place de s'attaquer au système, par exemple, ou je vais donner un exemple. Par exemple, dans les true crime ou les faits divers, souvent on va s'intéresser, par exemple, à une femme assassinée, puis le but, c'est de trouver le coupable, donc par exemple le mari qui a fait le féminicide, puis finalement d'apporter la paix et l'ordre en le mettant en prison. Mais ça règle pas le problème, en fait, du tout.
parce que le problème, c'est la masculinité toxique, c'est le patriarcat. Donc, pour vraiment s'attaquer au problème, pour que les féminicides diminuent ou arrêtent de se produire, ben, il faut faire des changements qui sont structurels. Il faut éduquer... Amen! Du coup, vous ne voyez pas, mais je suis à fond en train de dire « Mais oui! » C'est ça, il faut éduquer les hommes, il faut leur offrir des moyens de vivre leurs émotions de façon saine. Tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire, qui sont leur pas faire faites. Lire des livres avec des personnages masculins, féminins, ouais. C'est tout un... Ben, en fait, il faut changer la société dans laquelle on vit. Puis ben c'est ça qu'on fait quand on cancel un influenceur ou une influenceuse, ou c'est que ben peut-être que la personne a eu un geste raciste ou un tweet raciste, mais ce tweet-là puis ce geste-là, il faut qu'on le comprenne dans son contexte où on vit tous dans une société raciste. Même moi, ça m'est arrivé d'être raciste. Donc le but c'est pas de pointer du doigt puis de mettre la personne de l'effacer de la vie publique, c'est de comprendre ce geste-là dans ce que ça a de systématique dans notre culture, puis d'adresser ce système-là. Donc c'est ça que je veux dire quand on reproduit la logique carcérale. Ouais. Comme un virus, quelqu'un qui est malade, qui a chopé un rhume, plutôt que de lui donner des mouchoirs parce qu'il est en train de se moucher, il faudrait peut-être l'habiller puisqu'il est en train de se balader à poil en plein hiver, quoi. En fait, on traite le symptôme au lieu de traiter la cause, quoi. Mais c'est intéressant, la cancel culture. Je sais qu'il y a beaucoup de discours par rapport à ça. Tu sais, la gauche, c'est comme la cancel culture, elle existe pas. C'est la accountability culture. Je sais pas si dans le sens de rendre des comptes. Ouais, en fait, exactement. Donc ça, oui, tu sais, je pense que c'est important aussi d'être responsable de ses actions, puis de répondre de ses actes, là. Mais il y a vraiment une logique de cancel au niveau comme très 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 précis des influenceurs et des influenceuses. Ouais. Oui, il y a vraiment tout un truc sur Internet et en particulier tourné vers Mais je pense que c'est aussi la logique de l'influenceur, c'est de toujours se montrer super humain, super transparent, super sincère. Donc, il est toujours en tension aussi avec cette image-là qu'il projette, puis la réalité qui est peut-être ailleurs ou à la croisée des chemins. Tu sais, on sait pas où se situe sa vraie persona. Puis c'est pour ça qu'ils sont aussi souvent pointés du doigt, les influenceurs, parce que ce qu'ils vendent, en fait, c'est une authenticité, entre guillemets. Puis on essaie de débusquer dès que qu'on se rend compte que bon, ils sont peut-être pas si authentiques que ça, ou ils sont pas parfaits, mais c'est là que on va avoir l'impression d'être trompé, nous en tant que consommateurs, puis on va avoir le réflexe de les pointer du doigt, là. Ouais. Est-ce que subissait un peu déjà d'autres, enfin avant l'avènement d'Instagram et d'internet, mais les chanteuses par exemple, je pense à Taylor Swift, je pense à Britney Spears, enfin du jour au lendemain elles sont portées au nu et juste après elles sont assaillies par les paparazzis. Sauf que là ça se compte vraiment en nombre d'abonnés, puis on peut voir très 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 concrètement l'impact de la cancel culture. Donc, par exemple, il y a un influenceur maquillage très jeune, je crois qu'il a 21 ans, aux États-Unis, qui s'appelle James Charles. Puis lui a été impliqué dans plusieurs scandales, puis c'est comme en une journée, il perdait, par exemple, 2 millions d'abonnés. Donc, on voyait vraiment... C'est comme aussi, ces gens-là, c'est comme des actifs. C'est devenu des actifs où... donc, on voyait la valeur de son actif plombée en temps réel. Donc, il y a quelque chose de vraiment spécial là-dedans. Ouais. Est-ce que c'est... on parlait tout à l'heure justement de se maquiller le matin et pour toi c'est un geste de retour à soi. Ça me fait penser à ce que Mayua a pu faire. Elle est vidéaste et je sais pas si tu connais, c'est une femme qui a fait toute une série de portraits. Elle a filmé les femmes en train de se maquiller le matin. Okay. Parce qu'elle elle a beaucoup travaillé sur le maquillage et beaucoup fait de vidéos. Et ça, à ce moment-là, elle voyait qu'il y avait un geste de reconnexion à soi. Au-delà juste du maquillage, donc c'est assez intéressant ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est du self-care, l'acte de prendre soin de soi,
ou est-ce que finalement c'est plutôt une espèce d'arnaque de développement perso qui reproduit, qui retombe dans une logique qui sert le capitalisme? Je pense que c'est les deux. Ouais, on peut pas s'en sortir du capitalisme parce qu'on vit dedans. Puis évidemment que oui, c'est du self-care pour moi, mais c'est aussi une façon de consommer. Puis c'est repris aussi, c'est récupéré par toutes les entreprises qui ont capitalisé là-dessus, le self-care, puis qui nous vendent des produits, puis comme si on pouvait juste prendre soin de soi par l'intermédiaire de produits qu'on achèterait. Comme si c'était l'unique moyen. C'est ça, ouais. Mais là encore là, tu sais, moi je pense que mon jeu est vraiment assumé dans mon livre, puis c'est voulu, tu sais, j'ai une position qui est subjective, puis je veux pas parler pour tout le monde, c'est vraiment juste moi. Pour moi, c'est du self-care. Le matin, quand je me regarde, puis je connais mon visage, ma peau, je connais mes boutons, je connais où j'ai des poils noirs, je connais mes pores de peau, puis tu sais, je me rapproche de ça, puis je suis pas dans le jugement quand je me regarde. Des fois, je peux écouter des podcasts, de la musique, mais j'arrête de penser. Pour moi, c'est un moment qui me fait du bien, mais je veux pas généraliser. C'est plate, là, mais je veux pas, tu sais, c'est comme ça. J'ai pas de réponse comme pro maquillage ou pro self-care, blablabla. Là, le self-care, ça peut prendre toutes sortes de formes. Là. Ça peut être boire un verre d'eau le matin. Ouais. Non, mais c'est intéressant de voir que que le maquillage et l'acte a une dimension multiple. Ouais. Puis contextuelle. Mais comme beaucoup de choses d'ailleurs, qu'on évacue souvent là, du discours parce que c'est pas très vendeur d'être toujours dans la complexité, là. Mais ouais. Mais je connais pas la dame qui fait des portraits, là, mais ça a l'air intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et elle a travaillé pendant plusieurs années sur un film. Elle a filmé sa famille, sa grand-mère, sa mère, elle et sa propre fille. Enfin, elle a filmé plein de femmes de sa famille pour essayer de comprendre parce qu'un oncle lui avait dit que sa lignée de femmes était maudite. Et en fait, elle en a fait un documentaire qui s'appelle Les Rivières. Ah ouais. Et c'est passionnant. Ouais, elle a tout un travail autour, c'est très large, mais autour des femmes, entre autres. Et je pense qu'elle fait bouger les lignes, Maï, avec ça. Et notamment, effectivement, quand elle s'est intéressée, elle a travaillé, elle était je crois qu'elle est encore color designer. Donc elle a beaucoup été dans le milieu de la cosmétique et de l'industrie, pour travailler sur des packaging et tout ça. Et donc c'est intéressant de voir une autre façon parce qu'elle faisait des vidéos. Donc effectivement, il y a les tutos maquillage dont tu parles dans ton livre aussi. Et il y a c'est une autre démarche encore, qui relie avec quelque chose de plus large, j'allais dire de plus profond, mais encore que je sais pas si mais le fait de faire des tutos est pas forcément profond. Communautaire aussi, il y a une communauté, tu sais, on parle d'une beauty community, mais il y a vraiment ça, là, l'idée que quand on se maquille aussi, on est en dialogue avec d'autres personnes, ses amis, on peut recommander des produits, tu sais, sur Internet, c'est vraiment ça. Mais moi aussi, je veux dire, moi j'aime me maquiller, mais ça m'est arrivé tellement souvent de maquiller les mères de mes amis, ma grand-mère quand elle avait le cancer, mes amis, parce que pour moi ça me fait du bien, fait que je me dis je vais, tu sais, elles aussi vont se sentir belles, vont se sentir bien. Ouais, c'est un moyen de faire. En fait, ça pourrait être un massage et en fait c'est ça. Si j'étais bonne en massage. Ouais. Non, mais je dis ça parce faire du bien à ses amis, à sa grand-mère qui est malade, etc. Facilement, on a d'autres images en tête. Enfin, on a des images qui nous viennent, qui sont modelées par du capitalisme, entre autres. Mais effectivement, l'acte de maquiller, c'est le toucher, c'est le regard. Du coup, c'est de l'attention qu'on porte à l'autre. Donc, c'est super intime aussi, on s'en rend pas compte, là, mais être genre à 2 pouces de la face, 2 centimètres. 2 pouces du visage de quelqu'un, tu sais, la personne aussi est dans un état vulnérable, elle se laisse voir, mais de très très près, là. Ouais. Oui, puis le visage, c'est extrêmement intime. Ben oui, ouais. Tu décris dans ton livre une période où tu prends l'exemple de Kylie Jenner qui se faisait gonfler les lèvres et puis qui a cessé de le faire quelque temps après. Et tu écris que la fluidité identitaire demeure en partie un privilège de classe, mais aussi de race. Est-ce que tu peux nous préciser
Ouais. En quoi c'est un privilège de classe et de race? Ben, d'abord, je voudrais dire que Kylie Jenner, elle a dit qu'elle avait arrêté de se faire, de mettre des agents de comblement dans ses lèvres, mais je pense que c'est plus qu'elle a diminué la quantité, là. Parce que d'après moi, on en a encore. Ben oui, c'est ça, c'est que ben surtout les Kardashian, donc Kylie Jenner appartient à cette famille-là, vont par exemple émuler beaucoup de critères physiques ben en tout cas qui sont associés par exemple aux Afro-Américains. Donc des grosses hanches, une silhouette en sablier, des fesses vraiment charnues, des lèvres charnues, un teint vraiment basané. Puis ça, c'est un aspect physique que quand on est comme ça, par exemple, on est... Ben en fait, les femmes noires ont été vraiment stigmatisées et très sexualisées par rapport à ça. Donc, elles ont subi le racisme puis le sexisme. Puis c'est pas des choses dont on peut se départir, mais ces femmes-là vont s'approprier ces attributs physiques-là, mais sans subir le stigmate. Puis en fait, en profitant de ça. Puis elles profitent vraiment, ben je sais pas si vous en parlez beaucoup en France, mais elles profitent beaucoup de la culture noire. Puis c'est là-dessus qu'elles capitalisent aussi pour se créer une image qui serait cool, vendeuse. Mais c'est ça, donc elles profitent de cette culture-là, mais elles ont jamais subi tout ce qui est négatif de rattacher à ça. Puis c'est ça qui est dérangeant. Puis effectivement, oui, elles ont subi toutes sortes de chirurgies pour ressembler pour avoir ce physique-là. Donc c'est ou les agents de comblement, ben c'est sûr que c'est un truc qui est passager, là, c'est éphémère. Donc elles peuvent décider du jour au lendemain d'avoir des grosses lèvres, puis après ça de plus n'en avoir, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc c'est ça, c'est pareil pour la peau basanée. Là, c'est la mode d'avoir un teint hâlé ou d'avoir un teint qui a presque l'air racisé. Mais du jour au lendemain, si la mode c'est d'être blanche albâtre, ben ils vont pouvoir ressembler à ça, tu sais. Alors que ben il y a plein de femmes qui se font qui subissent le stigmate de leur couleur de peau, puis qui sont précarisées, qui sont vulnérabilisées à cause de ça, qui ont peut-être plus de chances d'être tuées même ou d'être moins rémunérées, tout ça, c'est ça. Donc il y a toute des dimensions très très politiques là qui sont liées à l'apparence. Ouais, c'est pareil pour les ongles vraiment longs en acrylique là. Je sais pas si vous avez ça ici en France, mais c'est rendu la mode en Amérique. Donc autant au Québec et au Canada qu'aux États-Unis. Donc les femmes faux ongles très longs. Ouais, se font faire des faux ongles très longs. Typiquement, c'était vraiment la communauté afro-américaine qui avait ce genre d'ongles-là. Puis c'était rattaché à une classe sociale, en fait, des gens qui avaient moins d'argent, qui étaient plus défavorisés. Puis c'était jugé comme un manque de goût, quelque chose de laid, puis quelque chose aussi de pas très pas raffiné, mais aussi tu sais comment tu fais pour vivre avec des ongles comme ça, tu sais les femmes se faisaient juger. Puis il y a eu beaucoup de marathoniennes américaines qui avaient des super longs ongles, comme une des les jeux et les courses effectivement, notamment en athlée, le 100 mètres féminin. Ouais, mais il y avait aussi auparavant, je crois c'est dans les années 90, une coureuse qui s'appelait Flo Jo. Puis elle, c'était une manicuriste, donc pour faire de l'argent, pour gagner sa vie, c'est ça qu'elle faisait. Puis elle arrivait toujours pour faire ses courses avec des ongles super longs, décorés. Puis dans le fond, c'est une championne, c'est une athlète là, de renom. Elle était extrêmement bonne, mais dans tous les articles qui couvraient ses performances, on ne parlait que de ses ongles. Puis elle était toujours ramenée à son apparence puis à ses ongles. Donc là, plutôt que ses performances, exactement. Alors qu'elle était incroyable. C'est ça. Puis on passait toutes sortes de jugements sur elle. Puis c'est ces femmes-là,
ont vécu le stigmate de leurs ongles, puis après ça, t'as des Kylie Jenner puis des Kim Kardashian qui se font faire ce genre de manicure-là, puis là, maintenant, c'est rendu cool. C'est rendu la mode. Puis c'est rendu pour elle une autre façon de se mettre de l'avant puis faire encore plus d'argent. Ça rejoint je pense à... Mais c'est un peu de l'appropriation culturelle. C'est ça. Je pensais au teint allé. Comment ça a évolué en assez peu de temps, parce qu'il y a quelques décennies, au siècle dernier, où en fait c'était mieux vu d'avoir un teint clair, puisque ça voulait dire qu'on ne travaillait pas, en fait, à l'opposition de toutes les personnes qui travaillaient en plein air, notamment dans les champs. Exact. Il y avait cette espèce de mépris pour le bronzage, alors que là maintenant on est dans une société où c'est plutôt l'inverse. Oui, parce que maintenant ça veut dire qu'on a assez de sous pour aller en vacances. Ouais, c'est ça. Comme quoi, mais c'est comme le fait de porter du bleu ou du rose ou des talons. Enfin, on rejoint la question de la masculinité et de la mode qui évolue, parce que Louis XIV, c'était le rose était à l'honneur pour ces messieurs, puisque c'était proche du rouge, donc du sang, de la guerre. Enfin, il y avait tout un imaginaire de ça, et on portait des talons parce que c'était lié au ballet. À la danse, qui était en fait extrêmement dure à faire, et donc du coup qui était très très valorisée. Et là on en arrive aujourd'hui à se moquer des petits garçons qui font de la danse, quoi. Donc, non, mais quand on s'attache à étudier vraiment qu'est-ce qui est mis de l'avant, qu'est-ce qui l'est pas, on comprend plein de choses sur la société. Puis ça, dans l'histoire aussi. Ça bouge, c'est fluide, là. C'est quoi le lien entre le concept de Georges Didier Huberman sur la survivance des lucioles et le maquillage, ou l'industrie du maquillage? Oh my god. J'ai lu ça, j'ai trouvé ça passionnant. Je voulais parler de survivance. La survivance des lucioles, c'est l'idée que comme même quand c'est la noirceur, quand il y a plus de lumière, il y a quand même les lucioles, donc une petite lumière qui persiste, qui est clignotante. Puis c'est ça qui nous permet peut-être d'espérer. Puis le lien avec le maquillage, pour moi, c'est peut-être l'instant de ça. En fait, ce que j'explique dans mon livre, c'est que le capitalisme, ça nous détourne de notre corps, puis ça nous, en fait, notre corps, on se met à l'ignorer, que ce soit si on se lève super tôt à 5 heures du matin, puis on se force à sortir du lit quand notre corps veut quand même rester au lit. On l'écoute pas. Tu veux dire toi et moi ce matin? On l'écoute pas, on le tait, on le brime. Notre corps, on passe notre temps à le nier. Alors, peut-être que dans ces 15 minutes-là où on se tourne vers notre corps pour se maquiller puis on se trouve belle, là, il y a comme une luciole qui vient de clignoter. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est simple comme ça. Ouais. Une forme de résistance aussi. Ouais. À la fin de ton livre, tu parles des remarques que tu as pu avoir parfois par rapport à ton maquillage, comme quoi tu te mettais trop de maquillage. Je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, apparemment, il y a une bonne dose de maquillage à mettre. Quelle est-elle? Comment on sait? Une bonne dose? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, c'est ça que je me suis dit, c'est marrant qu'elle se prenne des remarques comme quoi elle en mettait trop, comme si il y avait une norme. Oui, il y a une norme. Il y a toujours des normes. Une bonne dose de maquillage. Ouais. Mais d'ailleurs, une personne qui se maquillerait de façon excessive, entre guillemets, qu'on juge excessive, c'est quelqu'un qui est très subversif. Donc même quelqu'un qui joue avec les codes de la féminité, mais qui joue à l'extrême. Donc, je sais pas si on voyait, par exemple, une femme passer avec des talons, mais pas des petits talons, genre, je sais pas comment... Genre des grands talons. Des grands talons, habillés avec des talons roses, une robe moulante rose avec des seins vraiment, vraiment protubérants, une crinière qui balayerait le sol, puis je sais pas, de l'ombre à paupières bleue. Puis là, c'est sûr que cette personne-là, pour moi, ce serait une personne qui est dans la subversion. Parce que
il y a des codes à respecter, il y a une féminité. Quand c'est trop, il y a comme il y a toujours genre, on veut pas être dans l'excès. Ben en tout cas pas, je veux dire pas que moi je veux pas être dans l'excès, mais je veux dire les normes à respecter pour le regard par exemple de l'homme blanc cis. Donc c'est ça, oui, on veut quelque chose aussi, comme on est très hypocrite dans la société. Donc on veut des femmes qui prennent soin d'elles, qui prennent soin de leur apparence. On veut une beauté. Ouais, mais faut pas non plus. On veut une beauté normative, mais on veut pas que ça ait l'air d'avoir été une construction. Donc on veut pas voir l'artifice, on veut pas voir les gestes qui ont permis de parvenir à cette image-là. On veut se faire berner. Et quand on voit qu'on est berné, quand on voit qu'il y a eu un travail, quand on voit, je sais pas moi, la texture du fond de teint, on est dégoûté. Je suis en train de chercher parce qu'à la fin du livre, justement, tu cites, c'est Ovide, je crois, dans L'Art d'aimer. L'Art d'aimer, qui dit qu'il faut justement, cacher. Il faut cacher tous nos instruments, il faut cacher tous nos petits pots, il faut cacher tous nos cosmétiques. Faut pas que ça se voit. Ouais. Faut être maquillé, mais faut pas savoir comment. C'est ça, exactement. Que ça reste un secret. Ouais. C'est comme toute la mode du no make-up, le fait d'avoir beaucoup de maquillage, mais qu'en fait, le résultat fini soit quelque chose qui paraisse naturel. Ouais. Ben, l'effet aussi d'avoir l'effet bonne mine, d'avoir l'air en santé, puis l'idée que c'est comme une beauté qui irradierait de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a comme des échelles de valeurs. Plein de couples, comme par exemple femme-homme, on donne plus de valeur à l'homme. Corps-intellect, on donne plus de valeur à l'intellect qu'au corps, mais dans l'intérieur et l'extérieur, c'est aussi une opposition, deux choses qu'on met en opposition, puis on donne plus de valeur à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là, il faudrait que la beauté parte de l'intérieur puis irradie vers l'extérieur. Puis ça, c'est un peu comme le concept aussi d'être comme super en santé. Donc si je suis en santé, c'est de l'intérieur, on va le voir de l'extérieur. Mais qui peut se permettre d'être en santé? En tout cas, pas les femmes qui se lèvent à 5 heures du matin pour travailler à l'usine. Ouais. Comment on fait pour assumer ces contradictions? Bonne question. On est névrosé, on prend des antidépresseurs. Moi, je pense que c'est important aussi de regarder, tu sais, quand je regarde la société, je me dis que c'est impossible de pas être contradictoire. Je pense que le paradoxe, ça fait partie, c'est constitutif de notre société. Donc, peut-être de moins se juger, là, en fait, par rapport à ça, d'accepter qu'il y a une partie de nous qu'on a le pouvoir sur plein de choses dans notre vie, on peut faire des choix, mais en même temps, on peut pas s'enlever, on peut pas s'extraire de la société dans laquelle on vit. Ça serait pas mal dur, en tout cas, de le faire. Donc, d'être peut-être indulgent aussi envers soi-même par rapport à ça. Puis, moi, c'est comme ça que je vis. Ouais. Ça me fait penser à Roxane Gay, qui parlait du bad fait qu'elle est bad féministe. Ouais. D'ailleurs, Roxane Gay, pendant que j'écrivais mon livre, je pense, peut-être c'était juste après que j'avais fini mon manuscrit au Québec, là, puis j'avais vu sur Twitter, elle avait écrit « j'attends impatiemment un livre qui va parler des influenceurs beauté ». Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet, là, puis c'est des gros montants d'argent qui sont brassés, puis c'est des gens qui ont vraiment un gros impact culturel, en tout cas du moins en Amérique. Ouais. Oui, puis effectivement, ne serait-ce que parce que c'est beaucoup d'argent, mais aussi que ça touche beaucoup de monde, en fait, ça mérite d'être exploré à partir du moment où il y a des millions de gens qui regardent des vidéos d'influenceurs, d'influenceuses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc c'est intéressant d'explorer ça. Puis au même titre que je sais pas si vous discutez du Met Gala ici, mais c'est un gala organisé, je sais pas, aux États-Unis pour une levée de fonds pour un musée à chaque année. Puis on en parle beaucoup souvent dans les médias à cause des habits, des tenues, des tenues. Puis là, ils ont commencé à inviter, au même titre que des vedettes de Hollywood, des influenceurs beauté. Donc ça c'est révélateur, le fait qu'il et elle soient inclus maintenant. Inclus et invités,
ça les met au même rang. Un C'est peu ça. comme pour les Fashion Week, les défilés, Ouais. où il y a quelques années, les marques ont commencé à inviter des blogueurs et des Ouais, c'est blogueuses ça. au même rang que les journalistes Oui. historiquement. Oui, mais ils ont plus le choix de faire ça. C'est la nouvelle réalité. Comment ça s'est passé je vais finir là-dessus, mais du coup, tu as publié ton livre au Québec avant là de publier en France. Comment ça s'est passé la réception de ton livre après? Comment toi tu l'as vécu la publication? Ça s'est super bien passé. Les gens étaient juste avaient aucune attente parce que ils s'attendaient pas du tout à lire un essai sur le maquillage, autant les femmes que les hommes. J'ai même rencontré un gars à Québec il y a comme quelques jours là. Puis il m'a dit qu'il avait lu mon livre en allant chasser. Donc non, c'est ça pour vrai, c'est ça mon but, c'était de parler comme pas juste à des gens qui se maquillent, tu sais, c'était vraiment d'aller comme chercher un lectorat qui était large. Puis je pense aussi que les gens ont aimé la forme, ou en tout cas ma manière d'écrire qui mêle autant mon récit, ma vie, puis la pensée plus intellectuelle. Puis je pense qu'on va voir ça de plus en plus dans la littérature, on le voit déjà pas mal. Puis pour moi, c'est aussi comme une démarche qui est politique, parce que, tu sais, on a tendance à séparer comme le corps justement de l'intellect ou la vie de l'art, mais pour moi c'est deux choses qui sont comme indissociables, puis on peut pas penser sans notre corps, on peut pas penser sans notre vie, sans notre expérience. Donc c'est ça, c'est que pour moi c'est logique de parler de ma vie en parlant de ce que je pense, parce que les deux l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Donc j'ai eu une superbe réception en tout cas chez moi. J'ai gagné un prix pour j'ai gagné le prix des essais de l'essai, le prix des libraires. Le prix des libraires du Québec. Ouais, puis ça, là c'est ça, c'est vraiment cool. Mais en fait, j'ai critiqué les libraires aussi là dans le journal après. Parce que je suis une féministe killjoy. Je sais pas si vous dites ça ici. Ça veut dire quoi? Rabat-joie? Ouais, c'est ça. Parce que je me suis rendu compte que il y avait une échelle de valeur dans les prix là, évidemment que le roman est toujours vraiment comme porté au nu. Ouais, donc puis après ça c'est les essais étaient en dessous, puis après c'est la poésie. Au niveau comme des prix puis de l'argent qu'on donnait. Puis moi je me considère comme une poète avant tout. Tu sais, je sais pas si je dirais que je suis une essayiste, je suis une poète. Puis je trouvais que, tu sais, dès qu'il y a une hiérarchie de valeurs, il y a des problèmes. Puis je pense que les livres qui mélangent les genres aussi, c'est un peu comme pour pervertir cette logique-là de hiérarchie de valeurs dans les genres littéraires. Puis je pense qu'on en a besoin de ça, ouais. Du trouble dans le genre. Du trouble dans le genre. Comme dirait Judith Butler. Ouais. Oui, ça rejoint ce que nous on a évoqué il y a pas très longtemps avec Déborah Lévy. Okay. Je sais pas si tu vois cette autrice. Je vois, traduite aux éditions du Sous-sol, je pense. Voilà, c'est ça. En France, effectivement, c'est le Sous-sol qui l'a traduite. Et là, il y a le dernier volume de son autobiographie qui est paru il y a pas très longtemps. Et elle excelle dans cette espèce de mélange de passer sur la même page d'une anecdote personnelle et d'élargir tout de suite le spectre à la mythologie ou au patriarcat. Enfin, elle navigue sans cesse entre les deux comme toi tu le fais. Et c'est vrai que c'est dans la fiction, ça fait du bien. Ouais, c'est très américain comme pratique. Là. Moi, j'ai été libraire aussi longtemps, mais dans une librairie anglophone. Non, incroyable. C'est pour ça que j'ai été en contact beaucoup avec des livres comme ça. Puis l'étiquette qu'ils utilisent, eux, c'est de la non-fiction. Fait que c'est une étiquette assez floue et très large, donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Puis je trouve que ça donne une liberté comme ça aux auteurs puis aux autrices de faire un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Et aux libraires, du coup, de choisir dans quel rayon ils les mettent. Ben là, c'est facile, fiction, non-fiction. Ouais. Merci Daphné. Ben, ça fait plaisir, merci. Ça s'appelle Maquillée et c'est sur Le Monde et c'est phare et c'est publié par Grasset. Et si vous avez lu il y a quelque temps Beauté fatale de Mona Chollet, lisez quand même Maquillée parce que ça n'a rien à voir. Merci. À bientôt. Merci. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com, où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé.
J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.